Connaissez-vous le podcast Un hit, une histoire. Dans chaque épisode, l'objectif est de vous dévoiler les secrets des plus grands hits. Par exemple sur Le Lac de Julien Doré, qui a marqué la scène musicale française en 2016. Sachez que ce titre, empreint de nature, d'amour et de mystère, a réservé quelques surprises lors de la sortie de son clip. Pour tout connaître et découvrir les coulisses de vos chansons préférées, je vous donne rendez-vous dans Un hit, une histoire sur votre plateforme d'écoute. À très vite. Bienvenue sur la chaîne Edera. Nous vous proposons des lectures de contes, mythes et légendes anciennes. Merci, vous êtes déjà plus de 10 000 à vous être abonnés. À cette occasion, j'ai choisi pour vous un conte qui me tient particulièrement à cœur. Écrit par Madame le Prince de Beaumont, il s'agit de La Belle et la Bête. En voici la première partie. Alors éteignez les lumières, installez-vous confortablement et laissez-nous vous emporter dans cet univers. Pour une meilleure immersion, je vous conseille d'écouter cette histoire munie d'un casque ou d'écouteurs. Il était une fois un marchand qui était extrêmement riche. Il avait 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Et comme ce marchand était un homme d'esprit, il n'épargna rien pour l'éducation de ses enfants et leur donna toutes sortes de maîtres. Ses filles étaient très belles, mais la cadette surtout se faisait admirer et on ne l'appelait quand elle était petite que la belle enfant. En sorte que le nom lui en resta, ce qui donna beaucoup de jalousie à ses sœurs. Cette cadette, qui était plus belle que ses sœurs, était aussi meilleure qu'elle. Les 2 aînées avaient beaucoup d'orgueil, parce qu'elles étaient riches. Elles faisaient les dames et ne voulaient pas recevoir les visites des autres filles de marchands. Elles allaient tous les jours au bal, à la comédie, à la promenade, et se moquaient de leur cadette, qui employait la plus grande partie de son temps à lire de bons livres. Comme on savait que ces filles étaient fort riches, plusieurs gros marchands les demandèrent en mariage, mais les 2 aînées répondirent qu'elles ne se marieraient jamais, à moins qu'elles ne trouvassent un duc, ou tout au moins un comte. La belle remercia bien honnêtement ceux qui voulaient l'épouser, mais elle leur dit qu'elle était trop jeune et qu'elle souhaitait tenir compagnie à son père pendant quelques années. Tout d'un coup, le marchand perdit son bien, et il ne lui resta qu'une petite maison de campagne, bien loin de la ville. Il dit en pleurant à ses enfants qu'il leur fallait aller dans cette maison, et qu'en travaillant comme des paysans, ils y pourraient vivre. Ses 2 filles aînées répondirent qu'elles ne voulaient pas quitter la ville, et qu'elles connaissaient des jeunes gens qui seraient trop heureux de les épouser, quoiqu'elles n'eussent plus de fortune. Ces demoiselles se trompaient. Leurs amis ne voulurent plus les regarder quand elles furent pauvres. Comme personne ne les aimait, à cause de leur fierté, on disait « Elles ne méritent pas qu'on les plaigne. Nous sommes bien aises de voir leur orgueil abaissé. Qu'elles aillent faire les dames en gardant les moutons. » Mais en même temps, tout le monde disait « Pour la belle, nous sommes bien fâchés de son malheur. C'est une si bonne fille. Elle parlait aux pauvres gens avec tant de bonté. Elle était si douce, si honnête. » Il y eut même plusieurs gentilshommes qui voulurent l'épouser, quoiqu'elle n'eût pas un sou. Mais elle leur dit qu'elle ne pouvait se résoudre à abandonner son père dans son malheur et qu'elle le suivrait à la campagne pour le consoler et l'aider à travailler. Quand ils furent arrivés à la maison de campagne, le marchand et ses 3 filles s'occupèrent à labourer la terre. La belle se levait à 4 heures du matin et se dépêchait de nettoyer la maison et de préparer à dîner pour la famille. Elle eut d'abord beaucoup de peine, car elle n'était pas habituée à travailler comme une servante. Mais au bout de 2 mois, elle devint plus forte et la fatigue lui donna une santé parfaite. Quand elle avait fait son ouvrage, elle lisait, jouait du clavecin,
ou bien chanter en filant. Ses deux sœurs, au contraire, s'ennuyaient à mort. Elles se levaient à 10 heures du matin, se promenaient toute la journée et regrettaient leurs beaux habits et leurs amis. « Voyez notre cadette », disaient-elles entre elles. « Elle est si stupide qu'elle se contente de sa malheureuse situation. » Le bon marchand ne pensait pas comme ses filles. Il savait que la belle était plus propre que ses sœurs à briller en société. Il admirait la vertu de cette jeune fille et surtout sa patience. Car ses sœurs, non contentes de lui laisser faire tout l'ouvrage de la maison, l'insultaient à tout moment. Il y avait 1 an que cette famille vivait dans la solitude, lorsque le marchand reçut une lettre par laquelle on lui annonçait qu'un vaisseau, sur lequel il avait des marchandises, venait d'arriver sans encombre. Cette nouvelle faillit faire tourner la tête à ses 2 aînées, qui pensaient qu'enfin, elles pourraient quitter cette campagne où elles s'ennuyaient tant. Quand elles virent leur père prêt à partir, elles le prièrent de leur apporter des robes, des palatines, des coiffures et toutes sortes de bagatelles. La belle ne lui demandait rien, car elle pensait que tout l'argent des marchandises ne suffirait pas à acheter ce que ses sœurs souhaitaient. « Tu ne me pries pas de t'acheter quelque chose ?» lui demanda son père. « Puisque vous avez la bonté de penser à moi, lui dit-elle, je vous prie de m'apporter une rose, car on n'en trouve point ici. » Ce n'est pas que la belle se souciât d'une rose, mais elle ne voulait pas condamner, par son exemple, la conduite de ses sœurs qui auraient dit que c'était pour se distinguer, qu'elle ne demandait rien. Le bonhomme partit. Et quand il fut arrivé, on lui fit un procès pour ses marchandises. Et, après avoir eu beaucoup de peine, il revint aussi pauvre qu'il était auparavant. Il n'avait plus que 30 000 à parcourir avant d'arriver à sa maison. Et il se réjouissait déjà du plaisir de voir ses enfants. Mais, comme il fallait traverser un grand bois avant de trouver sa maison, il se perdit. Il neigeait horriblement. Le vent soufflait si fort qu'il le jeta 2 fois à bas de son cheval. La nuit étant venue, il pensa qu'il mourrait de faim ou de froid, ou qu'il serait mangé par des loups qu'il entendait hurler autour de lui. Tout d'un coup, en regardant au bout d'une longue allée d'arbres, il vit une grande lumière, mais qui paraissait bien éloignée. Il marcha de ce côté-là et vit que cette lumière venait d'un grand palais, qui était tout illuminé. Le marchand remercia Dieu du secours qu'il lui envoyait et se hâta d'arriver à ce château. Mais il fut bien surpris de ne trouver personne dans les cours. Son cheval qui le suivait, voyant une grande écurie ouverte, entra dedans. Ayant trouvé du foin et de l'avoine, le pauvre animal, qui mourait de faim, se jeta dessus avec beaucoup d'avidité. Le marchand l'attacha dans l'écurie et marcha vers la maison, où il ne trouva personne. Mais étant entré dans une grande salle, il y trouva un bon feu et une table chargée de viande, où il n'y avait qu'un couvert. Comme la pluie et la neige l'avaient mouillé jusqu'aux os, il s'approcha du feu pour se sécher et disait en lui-même: « Oh, le maître de la maison ou ses domestiques me pardonneront la liberté que j'ai prise. Et sans doute ils viendront bientôt. » Il attendit pendant un temps considérable. Mais 11 heures ayant sonné, sans qu'il vît personne, il ne put résister à la faim et prit un poulet qu'il mangea en 2 bouchées et en tremblant. Il but aussi quelques coups de vin. Devenu plus hardi, il sortit de la salle et traversa plusieurs grands appartements, magnifiquement meublés. À la fin, il trouva une chambre où il y avait un bon lit. Et comme il était minuit passé et qu'il était là, il prit le parti de fermer la porte et de se coucher.
Il était 10 heures du matin quand il s'éveilla le lendemain. Mais il fut bien surpris de trouver un habit fort propre, à la place du sien qui était tout gâté. Assurément, Pensa-t-il. ce palais appartient à quelque bonne fée qui a eu pitié de ma situation. Il regarda par la fenêtre et ne vit plus de neige, mais des berceaux de fleurs qui enchantaient la vue. Il entra dans la grande salle où il avait soupé la veille et vit une petite table où il y avait du chocolat, Je vous remercie, Madame la Fée, dit-il tout haut. d'avoir eu la bonté de penser à mon déjeuner. Le bonhomme, après avoir pris son chocolat, sortit pour aller chercher son cheval. Et comme il passait sous un berceau de roses, il se souvint que la belle lui en avait demandé, et cueillit une branche où il y en avait plusieurs. À cet instant, il entendit un grand bruit Qu'est-ce que... et vit venir à lui une bête si horrible qu'il fut tout près de s'évanouir. Vous êtes bien ingrat. Lui dit la bête d'une voix terrible. Je vous ai sauvé la vie en vous recevant dans mon château. Et pour ma peine, vous me volez mes roses que j'aime mieux que toute chose au monde. Il vous faut mourir pour réparer votre faute. Je ne vous donne qu'un quart d'heure pour demander pardon à Dieu. Le marchand se jeta à ses genoux et dit à la bête, en joignant les mains: Monseigneur, pardonnez-moi. Je ne croyais pas vous offenser en cueillant une rose pour une de mes filles qui m'en avait demandé. Je ne m'appelle point Monseigneur, mais la bête. Je n'aime pas les compliments. Moi, je veux qu'on dise ce qu'on pense. Ainsi, ne croyez pas me toucher par vos flatteries. Mais vous dites que vous avez des filles. Je veux bien vous pardonner, à condition qu'une de vos filles vienne volontairement pour mourir à votre place. Ne discutez pas. Partez. Et si vos filles refusent de mourir pour vous, jurez que vous reviendrez dans 3 mois. Le bonhomme n'avait pas dessein de sacrifier une de ses filles à ce vilain monstre. Mais il pensa: Du moins, j'aurai le plaisir de les embrasser encore une fois. Il jura donc de revenir. Je vous le jure. Et la bête lui dit qu'il pourrait partir quand il voudrait. Mais Ajouta-t-elle. je ne veux pas que tu t'en ailles les mains vides. Retourne dans la chambre où tu as couché. Tu y trouveras un grand coffre vide. Tu peux y mettre tout ce qui te plaira. Je le ferai porter chez toi. En même temps, la bête se retira. Et le bonhomme se dit: S'il faut que je meure, j'aurai la consolation de laisser du pain à mes pauvres enfants. Il retourna dans la chambre où il avait couché. Y ayant trouvé une grande quantité de pièces d'or, il remplit le coffre dont la bête lui avait parlé, le ferma, et, ayant repris son cheval qu'il retrouva dans l'écurie, il sortit de ce palais avec une tristesse égale à la joie qu'il avait lorsqu'il y était entré. Son cheval prit de lui-même une des routes de la forêt. Et, en peu d'heures, le bonhomme arriva dans sa petite maison. Ses enfants se rassemblèrent autour de lui. Mais, au lieu d'être sensible à leurs caresses, le marchand se mit à pleurer en les regardant. Il tenait à la main la branche de rose qu'il apportait à la belle. Il la lui donna et lui dit: La belle, prenez ces roses. Elles coûtent bien plus cher à votre malheureux père. Et, tout de suite, il raconta à sa famille la funeste aventure qui lui était arrivée. À ce récit, ses 2 aînés jetèrent de grands cris et dirent des injures à la belle, qui ne pleurait point. « Voyez ce que produit l'orgueil de cette petite créature, disait-elle. Que nous demandait-elle des robes comme nous? Mais non,
Mademoiselle voulait se distinguer. Elle va causer la mort de notre père et elle ne pleure pas. » « Cela serait fort inutile, » reprit la belle. « Pourquoi pleurerais-je la mort de mon père ? Il ne périra point. Puisque le monstre veut bien accepter une de ses filles, je veux me livrer à toute sa furie. Et je me trouve fort heureuse puisqu'en mourant, j'aurai la joie de sauver mon père et de lui prouver ma tendresse. » « Non, ma sœur, lui dirent ses 3 frères. vous ne mourrez pas. Nous irons trouver ce monstre. Nous périrons sous ses coups si nous ne pouvons le tuer. Ne l'espérez pas, mes enfants. » leur dit le marchand. La puissance de la bête est si grande qu'il ne me reste aucune espérance de la faire périr. Je suis charmé du bon cœur de la belle, mais je ne veux pas l'exposer à la mort. Je suis vieux, il ne me reste que peu de temps à vivre. Ainsi, je ne perdrai que quelques années de vie, que je ne regrette qu'à cause de vous, mes chers enfants. « Je vous assure, mon père, dit la belle, que vous n'irez pas à ce palais sans moi. Vous ne pouvez m'empêcher de vous suivre. Quoique je sois jeune, je ne suis pas fort attachée à la vie, et j'aime mieux être dévorée par ce monstre que de mourir du chagrin que me donnerait votre perte. » On eut beau dire. La belle voulut absolument partir pour le beau palais, et ses sœurs en étaient charmées, parce que les vertus de cette cadette leur avaient inspiré beaucoup de jalousie. Le marchand était si occupé de la douleur de perdre sa fille qu'il ne pensait pas au coffre qu'il avait rempli d'or. Mais aussitôt qu'il se fut enfermé dans sa chambre, pour se coucher, il fut bien étonné de le trouver au pied de son lit. Il résolut de ne point dire à ses enfants qu'il était devenu riche, parce que ses filles auraient voulu retourner à la ville, et qu'il était résolu de mourir dans cette campagne. Mais il confia ce secret à la belle, qui lui apprit qu'il était venu quelques gentilshommes pendant son absence, qu'il y en avait 2 qui aimaient ses sœurs. Elle pria son père de les marier, car la belle était si bonne qu'elle les aimait, et elle leur pardonnait de tout son cœur le mal qu'elle lui avait fait. Ces méchantes filles se frottèrent les yeux avec harmonie pour pleurer lorsque la belle partit avec son père. Mais ses frères pleuraient tout de bon, aussi bien que le marchand. Il n'y avait que la belle qui ne pleurait point, parce qu'elle ne voulait pas augmenter leur douleur. Le cheval prit la route du palais, et sur le soir, ils l'aperçurent illuminée, comme la première fois. Fin de la première partie.